Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez demandé à ce que je parle de l'euro-dollar, puisqu'actuellement l'euro, on est pratiquement à 1 euro égale 1 dollar. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une opportunité d'achat? Est-ce que c'est dramatique? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Eh bien voilà, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur le sujet. C'est chose faite. Eh bien je vous propose que l'on commence tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo et de vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble l'euro-dollar. Je vous propose que l'on passe directement sur le graphique. Hop là, voilà. Alors, on va déjà commencer par la cotation. Aujourd'hui, 1 euro vaut 1,05 $. Il est loin le temps où on avait eh bien 1 euro voilà, qui valait pratiquement 1,60 $. Là, on avait un pouvoir d'achat énorme, on avait beaucoup d'avantages en termes de commerce international. Et effectivement, depuis juillet 2008, c'est la dégringolade. Voilà, si on peut même mettre en évidence une belle droite de tendance, c'est la dégringolade. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux qui sont assez intéressants. Puisque beaucoup d'entre vous l'ont mis en évidence. Bravo les étudiants, voilà, vous savez mettre en évidence des supports, donc c'est très cool, hein, c'est le b.a.-ba, mais beaucoup ne savent pas le faire. Et effectivement, qui dit zone de support dit on recherche une opportunité d'achat, puisque sur un support on a de grandes chances de rebondir. Alors c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'on achète, attention, on attend par votre stratégie un signal d'achat. C'est pour ça que si vous n'avez pas de stratégie, je vous renvoie à mes formations, et notamment gagner ses premiers trades, qui va vous apporter les bases fondamentales et des stratégies clés en main pour savoir quand est-ce qu'il est opportun d'acheter. Je vais vous proposer qu'on passe le graphique en hebdomadaire, voilà, et on va pouvoir mettre en évidence ici beaucoup plus de choses. Déjà, premièrement, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est la zone de support qu'on a justement sur ce niveau-là. Voilà, ici, on a une grosse zone de support qui a déjà travaillé ici en mars 2015. Mars 2015, on a travaillé, on a rangé bien sûr pendant pas mal de temps avant que décembre 2016, on revienne taper ce niveau de support. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a rebondi. Alors on a rebondi, je vais vous mettre en place les éléments qui ont pu permettre ce beau rebond. C'est ce qu'on va appeler ici la divergence. On voit le RSI divergence haussière, alors qu'ici on a deux plus bas sur notre graphique. Cette divergence ici nous faisait comprendre un essoufflement du mouvement en cours, et notamment voilà, du mouvement baissier. On avait d'ailleurs un plus de range qui nous faisait comprendre qu'on était en train de consolider ici, et donc qu'on allait peut-être soit prendre une directionnalité haussière ou baissière. Mais voilà, ici notre divergence du RSI nous donnait une indication qu'on allait plutôt avoir, s'il fallait avoir une reprise, que ça allait être aussi avec le support ici, c'était pas mal. Et donc ce qui s'en est suivi, on a eu une reprise haussière. Donc très belle reprise haussière ici, hop, d'accord. Cependant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement l'arrêt par l'ancienne zone de support que l'on va avoir ici, qui était une zone de travail à peu près sur les 1,25. Qui nous a tout simplement joué rôle de résistance. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, depuis exactement, depuis janvier 2015, on est dans un gros range en réalité qui a duré des années, entre ici ce niveau de résistance et ce niveau de support. On a les prix qui faisaient du ping-pong. Vous voyez qu'on est revenu ici se rapprocher de cette zone de support. On est reparti à la hausse de nouveau. Ici, on a les zones de résistance, on est reparti à la baisse, ok? De même ici. Attention, c'est pas parce que la mécanique est comme ça depuis quelques temps qu'elle va encore l'être comme ça demain. Ici, on est à l'approche justement de cette fameuse zone de support. Alors le scénario que tout le monde dit, oui ça va rebondir, on achète, etc. C'est cool, achetez tout de suite, c'est maintenant qu'il faut acheter. Je vois ça sur pas mal de groupes d'analyse technique, sur TradingView, voilà des posts forcément de débutants qui vous disent on est sur une zone de support, faut acheter. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça parce que effectivement là on est sur des temporalités qui sont énormes. D'ailleurs on est sur un graphique hebdomadaire, on peut partir sur un graphique journalier, mais il faut savoir qu'ici, effectivement, on est sur du swing trading plus, ok?
Puisque ouais, ici, on va avoir des mouvements qui datent de mars 2020 jusqu'à décembre 2020. Voilà, on est sur vraiment plusieurs mois. Donc il faut pas oublier qu'ici, la mécanique, ok, elle est comme ça depuis quelques temps, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera comme ça demain. On peut très bien avoir ici une cassure de ce niveau de support. Alors il y en a qui vont dire mais c'est pas possible, c'est impossible que le dollar soit plus fort que l'euro. Ah bah, excusez-moi les amis, mais voilà, on va partir sur cette période voilà, toute cette période-là, même 2001, 2002, effectivement. Alors pour ceux qui disent oui, mais l'euro n'existait pas encore avant. C'était une monnaie qui était déjà mise en place et qui servait déjà au niveau des transactions européennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait déjà des cotations à cette époque. Voilà, on va partir de février 2002, voilà, 2003, voilà. On est passé au-dessus, on est devenu plus fort que le dollar. Concrètement, à partir voilà, de cette date ici, on était exactement voilà, novembre 2002. Courant novembre 2002, c'est là que l'euro est devenu plus fort que le dollar. Donc, ça veut dire qu'avant, on était bien en dessous. Donc, il y a tout à fait une possibilité qu'ici, on ait une cassure de cette zone de support, qu'on aille chercher. Alors, bien sûr, le niveau des 1 $ pour 1 euro sera une zone de support assez costaud. Alors, ce sera du solide. Donc on pourra avoir une réaction haussière effectivement sur ces niveaux. Attention, donc on cherchera des points d'entrée à l'achat, bien évidemment. C'est la priorité. Sur un support, on cherchera des achats. Mais on peut très bien, vu le contexte, passer en dessous et avoir un euro moins fort que le dollar. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça peut arriver. Déjà, on va reprendre en compte l'inflation. L'inflation, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire que pour une même quantité d'argent, on peut acheter de moins en moins de choses. Parce que c'est pas que les prix augmentent, c'est qu'en réalité, je vais un petit peu vous prendre comme exemple, par exemple, l'or. L'or aujourd'hui vaut de plus en plus cher parce que l'or est en quantité limitée. Plus les gens achètent de l'or, moins il y a d'or à disposition d'achat de futurs acheteurs potentiels. Cette quantité limitée, eh bien, déjà, avec le temps, ça prend de la valeur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui détiennent de l'or et donc il y a de moins en moins d'or disponible. Et parce que cet or-là ne peut pas se créer comme ça, on ne peut pas créer de l'or comme ça. Hop, demain, je veux créer de l'or, je veux créer 500 tonnes d'or supplémentaires, c'est pas possible. Mis à part s'il y a une technologie qui existe, on n'est pas au courant, mais aujourd'hui, connu du grand public, ce n'est pas possible. Ce qui fait que l'or a une valeur qui croît dans le temps parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en possèdent, il y a moins en moins d'or disponible à l'achat et que c'est en quantité limitée. C'est ce qui fait la valorisation. Cette valorisation, elle est à peu près... Alors, il y a des principes un peu qui vont être un petit peu différents, mais je vous parle des grandes lignes pour que tout le monde comprenne. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails complexes. La valorisation monétaire est à peu près identique. On va avoir une quantité d'argent qui est créée, qui est limitée. C'est-à-dire chacun peut détenir cet argent. Chacun va avoir un petit peu d'euros, par exemple. Mais il y a une certaine quantité d'euros disponibles dans le monde. Et cette quantité disponible fait sa valeur. Et donc, c'est-à-dire que les gens vont détenir de l'argent. Ok. Et plus il y a des gens qui vont détenir cet argent, moins il y a d'argent disponible en circulation, plus cet argent va avoir de la valeur. Parce qu'elle va devenir de plus en plus rare. Admettons, on va repartir sur l'or. Je veux vraiment bien que vous compreniez ça. Donc, l'or, aujourd'hui, vaut très cher, le kilo, etc., super, impeccable. Demain, il y a une météorite de 500 tonnes qui tombe, par chance ça fait pas trop de dégâts, qui tombe sur Terre. On se rend compte que cette météorite est composée à 99% d'or. C'est une grosse pépite d'or, un gros nuggets qui est tombé sur Terre. Eh bien ça vient rajouter sur le marché de l'or 500 tonnes d'or supplémentaires. Eh bien je peux vous garantir que là, mes amis, le prix de l'or va dévaluer. On va avoir une dévaluation de l'or énorme puisqu'on a rajouté sur le marché de l'or supplémentaire. Et donc on a fait dévaluer sa rareté. Et donc on a fait dévaluer son prix. Et c'est ce qu'on va retrouver avec la monnaie. Quand on crée de la monnaie supplémentaire, quand on fait marcher la planche à billets, on rajoute de la liquidité, on rajoute de la quantité supplémentaire sur les marchés. Cette quantité supplémentaire va tout simplement faire baisser sa valeur puisqu'on rajoute de la circulation disponible. On rajoute de la monnaie en circulation. Donc on baisse sa rareté, donc on baisse sa valorisation. Et donc, inflation. Voilà pour ce qu'il en est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'inflation qu'on commence à parler un petit peu dans les médias, même si ça fait quelques temps qu'on en parle et qu'on voit le problème, ça fait à peu près aujourd'hui 4-5 ans que l'inflation qui commence à y avoir aujourd'hui a été retardée. C'est-à-dire que ce qu'on commence à avoir aujourd'hui
C'est seulement l'inflation d'il y a 4 ou 5 ans qui a essayé d'être retardée par des techniques un peu loufoques, mais qui en fait n'ont pas résolu le problème, qui ont juste aggravé la situation, puisqu'on a additionné les problèmes inflationnistes et on les a reportés à un moment où bon, ça pètera quand ça pètera, on s'en branle. Vaut mieux que ça pète après les élections présidentielles, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a le problème inflationniste qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un problème qui date, pas d'aujourd'hui, mais qui date déjà d'il y a 4 ou 5 ans. Donc ça n'a rien à voir avec le conflit qu'il y a en Ukraine, ça n'a rien à voir encore, pas vraiment. Alors il y a une partie ici, il y a une partie Covid, bien évidemment, qui s'est rajoutée, mais on n'a pas encore la totalité de l'inflation Covid qui est répercutée aujourd'hui. Ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui n'est pas encore que très peu répercuté. Ce qui se passe vraiment avec l'Ukraine sera répercuté dans quelques mois, voire quelques années s'il repousse encore. Donc il faut comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui on a des problèmes différents. On a cette inflation qui arrive et qui va être problématique parce qu'il va falloir la gérer. Et si elle est gérée comme elle a été gérée les dernières années, eh bien bon voilà, je pense que ceux qui seront en Europe auront quelques problèmes. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit que l'Europe est le futur tiers-monde de demain. À ça se rajoute également la planche à billets qu'on a fait travailler à fond, parce qu'il faut savoir que toute la période Covid, pour sauver les marchés financiers, pour sauver les gros privés, pour sauver les copains de certains, eh bien on a fait marcher la planche à billets pour soutenir les marchés, pour soutenir certains secteurs économiques. Et forcément cette création monétaire supplémentaire, cette injection de milliards, c'était par plusieurs milliards, que ça soit en euros, mais également le dollar, enfin bref, il y a énormément de pays qui ont fait ça. Eh bien, c'est très négatif, parce que ça veut dire qu'on va accélérer le système inflationniste. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que pour une même quantité d'argent, vous pourrez acheter moins de choses. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que l'Europe est en train de se retrouver dans un problème inflationniste énorme. Donc pour le commerce international, c'est problématique. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui va être réduit. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Solution de facilité qui est faite à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est la solution de facilité qui est tout le temps utilisée, c'est de faire marcher la planche à billets pour essayer de rattraper une liquidité qui puisse continuer à faire tourner le marché international. C'est des grandes lignes, Encore une fois, je suis d'accord qu'on peut rentrer dans des détails un peu plus complexes. En plus de ça, eh bien, on a le problème de la dévaluation du dollar face à l'euro. Parce qu'il faut savoir que plus on dévalorise l'euro en faisant marcher la planche à billets, plus les monnaies qui vont y avoir en face, si elles ne dévalorisent pas autant que nous, eh bien elles vont prendre de la force. Le problème, c'est que si l'euro cote moins cher que le dollar, eh bien c'est-à-dire qu'on va avoir un inconvénient en termes de puissance monétaire sur le commerce international. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau international, tout se fait pratiquement en dollars. Quand on va acheter du pétrole, quand on va acheter, quand on va faire importer par exemple du blé, etc., tout le commerce international majoritairement se fait en dollars. Voilà. Le dollar, c'est la monnaie de référence au commerce international. Et donc, si on a un euro qui est désavantagé face au dollar, on va se rajouter un problème supplémentaire. Et donc, on accumule les problèmes. On va accumuler le problème de la valorisation de l'euro, on va accumuler le problème inflationniste, et on va accumuler le problème d'avoir reporté les problèmes précédents dans le futur. Donc, voilà pour les grandes lignes. C'est juste pour vous donner un petit peu un bref aperçu de la situation aujourd'hui, telle qu'elle est, dans les grandes lignes. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, on ne va pas détailler, je laisserai cela à des gens beaucoup plus spécialisés sur le sujet, ou alors tout simplement, si vous voulez tout simplement plus détailler la situation, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc, pour moi, le scénario idéal, j'ai fait n'importe quoi, pour moi le scénario idéal, effectivement, ça serait un rebond sur, je déplace tout, voilà. Pour moi, le scénario idéal, ça serait un rebond, effectivement, sur cette fameuse zone de support. Bien évidemment, on ira chercher, donc on ira sur des graphiques en 4 heures, on ira sur des graphiques, pourquoi pas en 1 heure, chercher à zoomer un petit peu pour voir si on n'a pas des prémices, un petit peu de retournement et de signaux d'achat sur des plus petites UT, ce qui nous permettrait de rentrer par anticipation, effectivement, sur un graphique journalier. Et l'idéal, c'est effectivement d'avoir un achat là, sur la zone à laquelle on est aujourd'hui. Si on ne l'a pas sur cette zone-là, on peut très bien l'avoir, effectivement, la prochaine étape, ce sera les 1 euro, 1 dollar. 1 dollar ici en cotation, effectivement, on cherchera encore une fois un point d'entrée d'achat. Si jamais nous cassons ces deux niveaux de support, ce qui n'est pas le scénario à privilégier, mais vu le contexte
il ne faut pas le négliger. Si on vient à supprimer et à passer ces deux niveaux de support, je pense qu'on peut partir sur un biais vraiment très baissier, d'accord. On pourrait, c'est-à-dire qu'on va prendre comme référence les autres niveaux de support que l'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, hop, attendez que je vais vous mettre la courbe, voilà, hop, c'est-à-dire qu'on pourra aller chercher forcément les 95, un niveau de travail ici 97, on va aller chercher, alors ça c'est grosso modo, je vous place, on a un niveau de travail sur les 90, 91, 90, et puis on va voir les derniers plus bas, ici effectivement avec les 85, voilà. Et si on veut vraiment faire l'extrapolation, on va prendre vraiment la petite pointe. Ça va être des différents niveaux sur lesquels ça va être des objectifs potentiels, d'accord. Donc ça voudra dire qu'une fois qu'on passe sous les 1, eh bien on ira chercher des ventes, sur des respirations, bien évidemment, on ne prend pas sur les continuités de mouvement parce qu'on ne prend pas un train en marche, on risque de se casser la gueule et de se faire rouler dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc on attendra de passer sous les 1 pour être vendeur, et à partir de ce moment-là, on cherchera des points d'entrée à la vente en mettant comme objectif de clôture les différents niveaux que l'on aura là. Donc bien sûr, il faudra affiner un peu plus parce que là, je vous ai posé un peu à l'arrache. Il faudra vraiment regarder un petit peu plus sur du journalier ou du 4 heures pour essayer d'optimiser vraiment ces niveaux de support. Et ce sera des niveaux d'objectifs. Ça, c'est si on passe, encore une fois, je vous le dis, voilà, avec un biais vraiment fortement baissier. Sinon, tant qu'on n'est pas en dessous des 1 pour moi, et qu'on arrive sur ces niveaux de support, arriver sur des niveaux de support, c'est-à-dire qu'on va venir chercher des achats. Et d'ailleurs, je vais rebondir un petit peu. Quand on passe sous les 1, rappelez-vous, je vous ai dit, on est vendeur, mais c'est-à-dire qu'on est vendeur et on clôture sur les niveaux de support. Pourquoi on clôture sur les niveaux de support? Parce qu'arriver sur un niveau de support, on va chercher des achats, encore une fois, d'accord? Parce que ça ne veut pas dire qu'on passe sous les 1, qu'on va arriver au 0,82, d'accord? On peut très bien passer sous les 1, arriver au premier niveau de support, rebondir, repartir et repasser au-dessus des 1. Encore une fois, il faut toujours garder ces scénarios, ces différents scénarios possibles, ce sont des possibilités. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo explicative de ce qui se passe actuellement sur l'euro-dollar, un petit peu le contexte fondamental qui n'est pas forcément si simple que ça, bien évidemment. Je vous ai donné les grandes lignes. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, évidemment, mais je voulais que vous compreniez quand même un petit peu la mécanique et toujours cette difficulté que vont avoir les États qui émettent leur monnaie, de devoir faire marcher la planche à billets, mais pas trop, pour pas trop dévaloriser. Et donc en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on regarde, c'est souvent le dollar qui joue référence, si les Américains font marcher la planche à billets, ça nous permet, à nous, Européens, de faire aussi marcher la planche à billets, mais à hauteur de ce qu'ils ont fait marcher, pour essayer de garder un équilibre de dévalorisation qui soit à peu près identique que sur le dollar, ce qui nous permet de conserver un taux de conversion qui ne bouge pas trop. En fait, voilà. Et c'est un combat constant, en fait, comme ça, de mécanique monétaire entre les différents pays, parce que forcément, si vous êtes le seul à faire marcher la planche à billets et que personne d'autre dans le monde ne fait marcher sa planche à billets, eh bien, vous allez vous retrouver avec une monnaie qui va être fortement dévaluée par rapport au reste des monnaies mondiales. Donc, c'est un casse-tête, forcément, que je suis bien content de ne pas gérer. Mais que par contre, effectivement, le constat est que c'est très mal géré, vraiment très mal géré, et que la problématique a été reportée, et qu'on commence seulement aujourd'hui à ressentir ce qui a mal été fait il y a déjà 4-5 ans à peu près. Donc ne soyez pas au bout de vos surprises, apprenez à investir pour vous protéger. Ça peut être très compliqué, je pense, si l'incompétence continue comme ça dans les années à venir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le petit pouce. N'oubliez pas aussi également de laisser votre petit commentaire et d'activer la cloche quand vous vous abonnez également. Ça fait extrêmement plaisir de refaire ces vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. On est vendredi, donc effectivement aussi également un très bon week-end. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!